Papa, qu'avons-nous fait de mal? Ce fut la question innocente d'une enfant tremblante, poussée dehors par sa belle-mère pour avoir été jugée contagieuse. Le soldat se figea. Il avait cru être enfin rentré chez lui, mais au lieu de cela, il se retrouvait sur un autre champ de bataille, celui qu'on appelle la famille. Dehors. Tu es dégoûtante. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Anna, 10 ans, trébucha sur le perron comme poussée par une main invisible. Juste derrière elle se tenait Laura, son beau visage durci par le dégoût. « Maman, Laura, j'ai froid », murmura Anna, ses petites épaules se recroquevillant. « Je m'en fiche. Ne laisse pas mes invités te voir comme ça », siffla Laura, sa voix basse mais empreinte d'une autorité tranchante. Elle commença à refermer la porte. À ce moment précis, une voix grave, lasse mais ferme, s'éleva du portail. « Laura !» Toutes deux se retournèrent. David se tenait là, dans son uniforme militaire usé, un lourd sac de sport en bandoulière. Son visage portait la fatigue d'un long voyage, mais la joie des retrouvailles qui brillait dans ses yeux se figea instantanément à la vue qui s'offrait à lui. La joie s'éteignit, remplacée par une appréhension froide et perplexe. Laura cligna des yeux. La cruauté sur son visage disparut en un instant, remplacée par un sourire forcé, presque invraisemblable. « David, tu es rentré. Je lui ai juste dit de sortir prendre l'air, c'est tout. » David ne répondit pas au salut de sa femme. Ses yeux restèrent fixés sur sa fille. Anna portait une robe fine, ses bras et ses jambes maculés de terre, et sur sa peau se trouvaient des plaies rouges et enflammées. Elle tremblait, et il savait que ce n'était pas seulement à cause du froid annonçant la pluie. « Prendre l'air », répéta David, sa voix calme d'une manière plus effrayante que la colère. Il s'avança rapidement vers le perron. Dehors, alors qu'un orage est sur le point d'éclater, le sac à dos militaire heurta le sol en ciment avec un bruit sourd. David n'y prêta aucune attention. Il s'agenouilla, à hauteur de sa fille. Doucement, il écarta les mèches de cheveux collées de sueur de son front. Anna, sa voix s'adoucit, portant une douleur qu'il n'avait pas encore trouvé les mots pour exprimer. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Anna serra les lèvres, des larmes coulant sur ses joues. Elle secoua la tête, incapable de le regarder dans les yeux, son regard effrayé se posant sur sa mère, immobile dans l'embrasure de la porte. « Maman ne voulait pas me laisser entrer dans la maison », sanglota-t-elle, sa voix se brisant. Une inspiration brusque. David se releva, la tendresse disparut, remplacée par le calme annonciateur d'une tempête. Il se tourna vers Laura, et pour la première fois depuis des années, elle vit dans les yeux de son mari un homme qu'elle ne reconnaissait plus. « Qu'est-ce que tu as fait à notre fille, Laura ?»« Je ne faisais que protéger tout le monde, » rétorqua Laura, sa façade commençant à se fissurer. « Elle est malade. Elle va infecter tous les invités, même Evan. Tu ne comprends pas. » À l'intérieur de la maison, la musique et le bavardage commencèrent à s'estomper. Quelques invités curieux avaient commencé à remarquer la dispute à la porte d'entrée. Réalisant que les choses lui échappaient complètement, Laura paniqua. Elle devait mettre fin à cela rapidement. C'est une affaire de famille. Nous en parlerons à l'intérieur. Elle tendit la main pour tirer David. David recula, sa main agrippant l'épaule de sa fille, la protégeant de son corps. Non. Je veux l'entendre ici même. Voyant qu'elle ne pouvait pas le faire changer d'avis, Laura claqua, « Bien, comme tu veux », aboya-t-elle, se retournant pour claquer la porte, enfermant le père et la fille dehors avec leurs problèmes. Mais la main de David s'élança, arrêtant la porte juste avant qu'elle ne se referme. Le bois heurta la chair avec un craquement sec, mais il ne broncha pas. La porte se rouvrit. De l'autre côté de la rue, Madame Martha, qui arrosait ses plantes, se tenait maintenant figée, observant la confrontation atteindre son paroxysme. Elle sortit discrètement son téléphone. L'écran s'éclaira. David poussa la porte grande ouverte, exposant toute la scène aux invités stupéfaits à l'intérieur. Il ne les regarda pas. Ses yeux étaient comme deux lames fixées droit sur Laura. « Écoute bien, » dit-il, chaque mot prononcé à travers ses dents serrées. « Ne touche plus jamais à mon enfant. Si vous étiez David dans cette situation, auriez-vous agi de la même manière ?» L'air du salon devint épais et lourd. Les invités, n'étant plus d'humeur à faire la fête, échangèrent des regards inquiets avant de trouver discrètement des excuses pour partir. La fureur initiale de David s'était calmée, remplacée par un calme froid et délibéré.
Il n'allait pas perdre de temps en accusations inutiles. Il avait besoin de la vérité. Anna, tu as dit que tu n'étais pas autorisée à entrer dans la maison, dit David, sa voix redevenue calme, mais cette fermeté était plus effrayante que n'importe quel cri. Alors où as-tu dormi? Anna trembla, se recroquevillant davantage dans les bras de son père. Elle ne répondit pas, faisant seulement un léger signe de tête vers la porte de derrière. Le jardin, pressa David, et Anna hocha la tête. Son regard balaya Laura et Madame Selena. Enfin, ses yeux se posèrent sur Evan, le garçon de 12 ans caché derrière sa mère. « Montre-moi, » ordonna David. « Qu'est-ce que tu fais ?» rétorqua Laura, forçant sa voix à paraître raisonnable. Ce n'était qu'un endroit temporaire pour elle. Le médecin a dit que cette maladie est dangereusement contagieuse. Elle devait être complètement isolée pour la sécurité d'Evan. « Alors montre-moi ce soi-disant endroit de quarantaine, » rétorqua David, ne laissant aucune place au compromis. Serrant Anna dans ses bras, il se dirigea vers la porte de derrière. Laura et Madame Selena n'eurent d'autre choix que de suivre. Le jardin était humide et boueux. Une légère bruine avait commencé à tomber. Au fond se trouvait un vieil abri pour animaux avec un toit en tôle rouillée, sa porte solidement verrouillée par un énorme cadenas. L'odeur de moisie et de déjections animales les frappa au visage. David s'arrêta net. « Où est la clé, Laura ?»« Je t'ai déjà dit, ce n'était qu'une mesure temporaire, » protesta Laura, mais la panique dans ses yeux trahissait tout. « Ne me force pas à l'ouvrir de force, » avertit David. Madame Selena, incapable d'en supporter davantage, se tourna vers sa fille. « Laura, donne-lui la clé. Il faut que tout cela soit éclairci. » Avec un regard brûlant à sa propre mère, Laura sortit à contre-cœur une clé et la glissa dans la serrure. Un clic sec résonna dans l'air humide. La porte en bois s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, il n'y avait qu'une misérable tanière. Une couverture sale et déchirée, une bassine en aluminium cabossée remplie d'eau trouble, et quelques plaquettes de médicaments bon marché contre la gale. Tout sentait la misère et le désespoir le plus total. David posa doucement Anna. Il ne dit rien, sortit simplement son téléphone en silence, passa en mode appareil photo et commença à prendre des clichés. Chaque clic sec de l'obturateur rompait le silence. Il se tourna vers sa fille, sa voix douce. « Y a-t-il autre chose, ma chérie ?» Anna hésita, puis désigna un coin sombre où étaient empilées plusieurs planches de bois pourri. Dessous. David s'avança et souleva les planches. Dessous gisait un petit carnet, sa couverture effilochée et jaunie par le temps. Il l'ouvrit, et son cœur se serra comme si quelqu'un l'avait pris dans un poing. À l'intérieur se trouvaient des gribouillis désordonnés, enfantins, enregistrant les tâches quotidiennes. Lundi, nettoyer la stabulation des vaches. Mardi, faire la vaisselle pour toute la famille. Dispersés parmi les notes se trouvaient des dessins, un grand soldat avec un doux sourire. Et sur la toute dernière page, un dessin se détachait, plus grand que tous les autres, ce même soldat, les bras tendus, et une petite fille courant vers lui. En dessous étaient écrits les mots « Papa rentre bientôt à la maison ». Le carnet glissa des mains de David. Il dut s'appuyer contre le mur de la grange pour se stabiliser. Ce n'était pas seulement la preuve d'un mauvais traitement physique, c'était la preuve de l'âme d'une enfant torturée, s'accrochant désespérément à son seul espoir. « Evan » appela David, sa voix rauque. « Qu'est-ce que c'est, Evan ?» Surpris, il jeta un coup d'œil à sa mère, ses yeux remplis de peur, mais aussi de confiance. Il balbutia, répétant l'avertissement que sa mère lui avait inculqué jour après jour. Maman a dit que si Anna restait à la maison, je tomberais encore plus malade. Je ne veux pas être malade. Cette réponse ne mit pas David en colère. Elle ne fit qu'accroître sa douleur. Il réalisa qu'Evan n'était qu'une autre victime, un enfant empoisonné par l'égoïsme de sa propre mère. La douleur se durcit rapidement en une résolution de fer. Il prit Anna dans ses bras et se tourna pour sortir de la misérable cage. « Où vas-tu » hurla Laura, essayant de lui bloquer le passage. « Tu ne peux pas la prendre. »« J'emmène ma fille à l'hôpital, » dit David, sa voix froide comme la glace. « Et après, j'appelle mon avocat. » Il passa devant elle sans jamais se retourner. Le vieux pick-up de David filait sous l'averse, laissant derrière lui une maison aux fractures trop profondes pour être réparée. À l'intérieur de la cabine, le chauffage était réglé au maximum. David avait enlevé son manteau militaire et l'avait soigneusement enveloppé autour d'Anna,
qui était recroquevillée sur le siège passager. Elle restait silencieuse, ne levant de temps en temps sa petite main que pour gratter, presque inconsciemment, les plaies rouges et irritées sur sa peau. Chaque petit mouvement de sa part lui transperçait la conscience comme une aiguille. Il ne retourna pas à la base. Il savait exactement où il devait aller. L'hôpital militaire était le seul endroit en qui il pouvait avoir confiance à ce moment-là. Un lieu de discipline, de vérité et de personnes qui ne laisseraient pas les émotions ou les mensonges obscurcir leur jugement. La clinique d'urgence était lumineuse et impeccable, portant la légère odeur âcre d'antiseptique, un contraste si frappant avec l'endroit humide et sale d'où il venait de s'échapper. Une femme médecin militaire dont la plaque nominative indiquait Hélène Ramsey les reçut. Elle se tenait avec un calme serein, ses yeux perçants ne manquant rien, l'uniforme de David trempé par la pluie, la tension gravée sur son visage, et l'enfant frêle et effrayé dans ses bras. Sans un mot de jugement, le docteur Hélène guida doucement Anna dans la salle d'examen. David s'assit dehors, les mains fermement jointes. À travers la porte close, il attrapait des fragments, le murmure apaisant de la voix du docteur, le froissement des vêtements enlevés, et de temps en temps, le sanglot étouffé d'Anna alors qu'elle parlait de quelque chose. Chaque son qui s'échappait de la barrière lui tordait les entrailles. Où était-il quand sa petite fille avait dû endurer tout cela? Un instant plus tard, le docteur Hélène sortit, le visage grave. La petite fille souffre d'un cas grave de gale. Elle est mal nourrie et présente des signes de déshydratation, dit-elle sans détour, sans adoucir ses mots. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est le résultat d'une négligence à long terme. J'ai documenté et photographié les blessures. Selon la loi, sergent, je suis tenu de signaler ce cas au service de protection de l'enfance. David hocha la tête, je suis prêt à cela. Merci, docteur. Faites ce qui doit être fait. Il se dirigea vers la fenêtre, fixant les rideaux de pluie. Pendant un instant fugace, il se demanda s'il y avait une autre solution. Tout cela pourrait-il être une terrible erreur? Peut-être que Laura avait paniqué, pris des décisions imprudentes. Il se souvint de la femme qu'il avait épousée, celle qui avait autrefois souri et promis d'aimer Anna comme la sienne. La famille qu'il avait tant travaillé à bâtir s'était-elle vraiment dégradée au-delà de tout espoir? La pensée d'appeler un avocat, d'engager une guerre juridique contre sa propre femme, le dégoûtait. C'était une ligne, une fois franchie, il n'y aurait pas de retour. À ce moment-là, son téléphone vibra. C'était Laura. Il hésita une seconde avant de répondre, le mettant sur haut-parleur pour que le docteur Hélène puisse entendre. À l'autre bout, il n'y avait pas de cris, mais des sanglots soigneusement mesurés. « David, où es-tu? Pourquoi l'as-tu emmené comme ça? Tu lui as fait peur. » La voix de Laura trembla, puis passa rapidement à quelque chose de plus calculé. « Tu sais, après chaque déploiement, tu es instable. Ton état mental. Je m'inquiète pour la sécurité de notre enfant. » David serra le téléphone plus fort, ses yeux s'assombrissant. Il se rappela soudainement comment, ce matin-là, leur voisine Martha avait demandé à Laura « Pourquoi ai-je vu la petite Anna dans le jardin hier, l'air si pâle? Que se passe-t-il » Laura avait trébuché, esquivant la question, clairement pour détourner les soupçons qui se propageaient autour d'eux. Elle s'était empressée d'inventer une excuse sur le SSPT, un bouclier à la fois rusé et cruel, qui le dépeignait comme l'instable aux yeux de tous. David ne dit rien. Il serra seulement son téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les mots de Laura étaient comme une calomnie empoisonnée, visant non seulement lui, mais aussi l'honneur d'un soldat, tordant son sacrifice en une sorte de pathologie douteuse. Il baissa les yeux sur l'uniforme qu'il portait, autrefois symbole de discipline et de protection, maintenant déformé par sa propre femme en une marque de danger. Le docteur Hélène le regarda, ses yeux brillants de sympathie, bien que son comportement restât professionnel. Il raccrocha froidement, sans explication. Il savait que la bataille s'était déplacée sur un autre front. Se tournant vers le docteur Hélène, la voix de David baissa. « Puis-je utiliser votre téléphone? J'ai besoin d'appeler mon avocat. » Le docteur Hélène hocha la tête, lui tendant le téléphone de bureau. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle ajouta « Sergent, je connais un avocat spécialisé dans les affaires familiales. Il a aidé dans plusieurs situations où les SPE sont intervenus. Je pense que vous devriez lui parler. Il s'appelle Parker. » David la regarda, la tension toujours gravée dans ses yeux, mais adoucie maintenant par une trace de confiance. « Merci, docteur. Veuillez me donner son numéro. »
Il composa le numéro, sa voix ferme, presque comme s'il faisait un rapport de mission, bien que chaque mot portât le poids de la résolution. À l'autre bout, Parker écoutait sans interruption, n'interrompant que de temps en temps par un bref acquiescement. Enfin, sa voix ferme se fit entendre. Gardez tout, David. Les dossiers médicaux, les photos, et surtout ce carnet. Les SPE vous contacteront dans les 24 à 48 heures. À partir de ce moment, ne parlez pas directement à Laura. Toute communication passera par moi. Quand David raccrocha, une infirmière vint lui dire qu'Anna avait été soignée et se reposait. La pièce replongea dans le silence. Assis là, dans l'air stérile de l'hôpital, David sentit tout le poids de ce qui l'attendait. Il avait gagné de nombreuses batailles sur le terrain, mais le combat pour récupérer sa fille, pour récupérer la justice et son honneur, ne faisait que commencer. Anna s'était assoupie sous l'effet des médicaments. David s'assit sur la chaise dure à côté de son lit, ses yeux ne la quittant jamais. Il étudia son visage endormi, les traits familiers ravivant des souvenirs de Sarah, sa défunte épouse. Sarah était décédée quand Anna n'avait que 3 ans, laissant un grand vide et une lourde responsabilité sur ses épaules. Il avait rencontré Laura 2 ans plus tard. Elle était belle, énergique et semblait adorer Anna. Il s'était cru béni, que Dieu avait donné une nouvelle mère à sa fille, et à lui une partenaire pour aider à reconstruire leur foyer. Quand Evan était né, il avait cru de tout son cœur qu'il formait vraiment une famille complète. Aveuglément, il avait fait confiance au sourire de Laura, à ses doux mots chaque fois qu'il appelait de loin. Pas une seule fois, pas un seul instant, il n'avait soupçonné qu'un monstre se cachait sous cette façade impeccable. Le son d'Anna qui bougeait le tira de ses pensées. Elle se réveilla, ses yeux balayant la pièce inconnue jusqu'à ce qu'il se pose sur lui. Une tranquille assurance brillait dans ses yeux clairs et innocents. Une infirmière apporta un plateau repas. Anna s'assit, mais elle ne regarda le bol fumant de soupe au poulet qu'avec hésitation. « Vas-y, mange », encouragea David. La petite fille prit la cuillère, le regardant timidement comme si elle attendait la permission. Son cœur se serra. « Anna », commença-t-il, sa voix rauque. « À la maison, Laura t'a-t-elle déjà fait à manger ?» Anna secoua légèrement la tête. « Maman Laura a dit que je n'étais pas autorisée à manger avec eux. Elle a dit que je rendrais Evan malade. » Chaque mot de sa fille le coupait comme des éclats de verre. « Belle-mère. » Combien ce mot sonnait amèrement tout à coup. « Ta maladie ?» poursuivit-il, essayant de garder sa voix ferme. « Quand a-t-elle commencé ?»« Non, pas longtemps après ton départ, papa, » murmura Anna. « Au début, ça démangeait juste un peu. Mais maman Laura ne voulait pas que je voie un médecin. Elle a dit que si quelqu'un le découvrait, elle aurait trop honte de faire face aux gens, et je ne te reverrai plus jamais. » David baissa la tête contre la barrière du lit, ses larges épaules de soldat tremblantes. Laura avait utilisé son amour pour sa fille, comme une arme pour tourmenter l'enfant. Il avait confié le trésor le plus précieux de sa vie à quelqu'un sans cœur. « Je suis désolé », sa voix craqua, étouffée par le chagrin. « J'ai été un idiot de lui faire confiance. Je pensais qu'elle t'aimait. J'avais tort, Anna. Je suis tellement désolé. » Il sentit une petite main chaude se poser doucement sur sa tête. Il leva les yeux. Anna le regardait, ses grands yeux, si semblables à ceux de sa mère, remplis non pas de reproches, mais d'une fragile compréhension. Elle ne dit rien. Elle attrapa simplement le paquet de crackers sur le plateau, lutta pour l'ouvrir et en sortit un. Sa petite main trembla en le brisant en deux. Elle en garda un morceau, et avec l'autre, elle le tendit lentement à son père. Un geste simple, pourtant dans le silence de cette chambre d'hôpital, il résonna plus fort que n'importe quel mot. C'était du partage. C'était un lien. C'était un pardon tacite. David accepta la moitié du morceau de pain de la main de sa fille et, pour la première fois depuis toutes les années écoulées depuis le décès de Sarah, il pleura comme un enfant. Cette nuit-là, après qu'Anna se soit de nouveau endormie profondément, David s'assit seul dans la lumière tamisée. Il ouvrit son ordinateur portable. Un nouvel email venait d'arriver du directeur de l'école primaire. Objet, réunion d'urgence sur les préoccupations concernant la santé des élèves. Le corps du message était bref, annonçant une réunion prévue pour le lendemain matin, suite aux préoccupations soulevées par un groupe de parents. Laura. Elle ne voulait pas seulement qu'Anna quitte la maison. Elle voulait que la fille soit effacée de la communauté, effacée de la vie de David et d'Evan.
Les mains de David se serrèrent en poing. Il avait déjà commis une erreur en lui confiant sa fille. Il ne referait pas la même erreur. Cette fois, il se battrait non seulement pour Anna, mais pour la promesse qu'il avait faite un jour à Sarah. Vous êtes-vous déjà retrouvé à la place de David? Et si oui, feriez-vous ce qu'il a fait pour protéger sa fille? La nuit dernière fut la première depuis longtemps où David n'affrontait pas un ennemi sur le champ de bataille, mais les démons de l'échec et du regret dans son propre esprit. L'hôpital militaire était devenu un refuge. Lui et Anna avaient reçu une chambre privée, aux murs blancs stériles, aux draps propres, et pour la première fois, la petite fille dormit paisiblement, sans se réveiller en sursaut ni se gratter à vif. David, cependant, ne dormit pas de toute la nuit. Son téléphone vibrait sans arrêt. Le nom de Laura ne cessait de clignoter sur l'écran. Parfois c'était un appel, parfois de longs messages, mi-suppliants, mi-accusateurs. Il ne les lisait pas. Il appuyait simplement sur « refuser » à chaque fois, suivant les conseils de son avocat. La voie de la conversation était fermée. Devant lui ne se trouvait que la voie de la justice. À 9h précises du matin, 2 travailleurs sociaux des services de protection de l'enfance, SPE, arrivèrent avec un agent de police. David, vêtu simplement de vêtements civils, les accueillit avec un calme respect. Sur la table, il avait déjà disposé les dossiers médicaux, les photographies et même le petit carnet d'Anna, arrangé avec la précision d'un soldat se préparant à l'inspection. Il présenta les faits clairement, sans ajouter ni soustraire d'émotion. Le docteur Hélène fournit la terminologie médicale, prouvant la gravité de la négligence. Les travailleurs des SPE écoutèrent attentivement, prenant des notes précises. L'atmosphère se déplaça progressivement vers la vérité. Soudain, des pas pressés résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit en grinçant, et Laura apparut avec sa mère. Ne paraissant plus furieuse, Laura semblait échevelée dans une robe froissée, son visage strié de larmes. Sa voix trembla, dégoulinant de drame. « S'il vous plaît, laissez-moi voir ma petite fille. Je veux juste la serrer dans mes bras un instant. Il l'a emmenée. Je suis sa mère. » Les larmes coulaient, mais les yeux du travailleur des SPE restèrent froids. Ils avaient déjà entendu trop de supplications de ce genre. Derrière elle, Madame Selena essaya de soutenir le bras de sa fille, ses propres yeux lourds de honte. David serra les poings, sa poitrine se soulevant. Il se leva d'un bond, sur le point de crier, mais se força à se retenir. Son visage devint rouge, la fureur gonflant en lui, prête à éclater à la moindre étincelle. L'air dans la pièce devint tendu, comme une corde sur le point de rompre. Si David perdait le contrôle maintenant, tout ce pourquoi il avait travaillé pourrait s'effondrer. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. L'avocat Parker entra, grand et large d'épaules, ses cheveux parsemés de gris. Il ne jeta même pas un coup d'œil à Laura. Au lieu de cela, il fit un signe de tête poli à l'officier et entra directement. Son arrivée fut comme une encre qui tombe, retenant David juste à temps. « Désolé d'être en retard », dit Parker calmement, posant sa mallette en cuir sur la table. Il regarda le travailleur des SPE et fit un léger signe de tête. « J'ai déjà parlé avec Madame Martha, la voisine. Elle a remis une vidéo montrant l'enfant étant jeté dehors. Nous la ferons ajouter au dossier dès maintenant. » Les travailleurs des SPE échangèrent des regards. La femme la plus âgée prit la parole, « Nous en avons assez vu. La sécurité actuelle de l'enfant repose clairement sur le père. Notre rapport notera le comportement non coopératif et perturbateur de la mère. » L'officier, doux mais ferme, escorta Laura et Madame Selena dehors. Les faux sanglots s'estompèrent, puis disparurent complètement. David s'effondra sur une chaise, expirant bruyamment, des perles de sueur sur ses tempes. Il savait que si Parker n'était pas arrivé à temps, il n'aurait peut-être pas pu contenir sa colère. Mais le calme ne dura qu'un instant. Le téléphone de Parker vibra. Il répondit, écouta quelques secondes, puis raccrocha, son expression s'assombrissant. « Mauvaise nouvelle, David. Laura vient de déposer une requête d'urgence auprès du tribunal, t'accusant de violence due à un traumatisme psychologique. Il demande une ordonnance restrictive, t'empêchant d'approcher Anna ou Evan. » David se figea, sa poitrine se serrant. Elle a traité Anna comme un animal, et maintenant elle veut la récupérer? Pourquoi faire? Parker soupira, tapotant légèrement son portefeuille. La pension alimentaire. L'image d'une pauvre mère célibataire en difficulté, et surtout, son ego. Elle ne supporte pas de perdre.
David se tourna vers la chambre d'hôpital. Anna dormait toujours, paisible. Sa gorge se serra. Encore une fois, la loi pourrait rendre sa petite fille à la personne même qui l'avait maltraitée. Il serra les poings, cette fois non pas dans un murmure, mais dans un vœu qui résonna dans le silence de la chambre d'hôpital. Je ne laisserai plus personne la lui enlever. Juste un jour après avoir fait face au SPE, David se retrouva sur un autre champ de bataille, un lieu qui aurait dû être un sanctuaire pour les enfants, l'école primaire. Anna avait été libérée de l'hôpital ce matin-là. Dans la main de David se trouvait le rapport médical officiel, clair et indiscutable, un bouclier fait de vérité. Pourtant, dès qu'il fit passer sa fille par les grilles de l'école, il sentit des aiguilles invisibles piquer sa peau. Quelques parents groupés près de la cour de l'école se détournèrent rapidement, leur chuchotement se dissolvant dans l'air froid. David sut alors que la peur et les préjugés semés par Laura s'étaient répandus plus vite que n'importe quel virus. La petite salle de conférence de l'école était lourde de l'odeur du bois ciré et de la tension. Au centre était assise la directrice, une femme à l'extérieur sévère dont les yeux ne cessaient de fuir le regard de David, ses doigts tapotant anxieusement sur la table. À côté d'elle, comme un second commandant, était assise Carmen, une amie proche de Laura. Les bras fermement croisés, elle fixait David et Anna avec un air de supériorité, comme s'ils étaient eux-mêmes la contagion. Deux autres parents étaient assis à proximité, leurs visages marqués par une agitation nerveuse qui ne faisait qu'alimenter le malaise dans la pièce. Anna se pressa timidement contre son père, sa petite main agrippant l'ourlet de sa chemise, s'accrochant au seul sentiment de sécurité qu'elle connaissait. La directrice s'éclaircit la gorge et feuilleta une pile de papier d'une manière superficielle. « Sergent David, nous sommes vraiment désolés de la situation d'Anna. Cependant, l'école a reçu une pétition. » Carmen ne lui laissa pas le temps de finir. « Ce n'est pas une pétition, madame la directrice, » coupa-t-elle, sa voix dégoulinante de fausse solennité. « C'est une demande officielle. Nous, en tant que parents responsables, exigeons que l'école isole immédiatement Anna afin de protéger la santé de tous les élèves. Nous ne pouvons pas permettre que nos enfants soient exposés au risque d'une maladie aussi affreuse et contagieuse. » Elle insista délibérément sur les mots « affreuse et contagieuse », une tactique de peur. David reconnut instantanément. Il savait exactement de qui venait cela, Laura. Elle ne voulait pas seulement qu'Anna quitte la maison. Elle voulait que l'enfant soit effacé de la communauté, marqué comme une paria, afin que son histoire sur le père instable qui avait ramené une maladie paraisse d'autant plus crédible. David ne se mit pas en colère. Il s'y attendait. Il savait que discuter était inutile. Une telle cruauté ne pouvait pas être changée par des mots. La seule façon de se battre était avec la vérité. Discrètement, il posa un dossier de documents sur le bureau et le fit glisser doucement vers la directrice. « Madame la directrice, ce sont les dossiers médicaux officiels de l'hôpital militaire, » dit-il, sa voix calme et ferme, chaque mot délibéré. À l'intérieur se trouve la conclusion du spécialiste, tamponnée et scellée, indiquant clairement que l'état de ma fille est la gale, causée par une mauvaise hygiène, et non une épidémie dangereuse. Elle a déjà été traitée, et tant qu'elle suivra le régime prescrit, elle se rétablira complètement. Il n'y a aucun risque pour la communauté. La directrice prit le dossier, mais ses yeux se posèrent sur Carmen, comme si elle pesait la vérité sur papier contre la pression des parents. Son hésitation révéla l'indifférence d'un système qui ne se souciait que d'éviter les problèmes. Carmen laissa échapper un rire moqueur, un sourire que David savait destiné directement à lui. Les papiers peuvent dire n'importe quoi. J'ai entendu dire que les hôpitaux militaires accordent toujours un traitement spécial à la famille. Et d'ailleurs, elle se pencha en avant, sa voix empreinte de suggestion, nous avons également entendu parler de l'état mental de certains soldats après leur service. Comment pouvons-nous être sûrs que vous n'avez pas fait pression sur le médecin? Ce fut un coup brutal. Non seulement cela écartait les preuves médicales, mais cela visait directement l'honneur et l'intégrité de David, faisant écho au même argument que Laura utilisait contre lui au tribunal. Laura avait peur. Elle craignait que la vérité sur ce papier ne révèle toute sa mascarade. David serra le poing sous la table, ses jointures blanchissant. Vos paroles sont une insulte, non seulement à moi, mais à chaque soldat encore en service. L'air de la pièce sembla se figer. La directrice, réalisant que les choses échappaient à tout contrôle, s'empressa d'intervenir. Très bien, ça suffit, dit-elle d'un ton conciliant. Nous avons besoin d'une solution qui convienne à tout le monde. L'école comprend les préoccupations des parents,
mais nous ne pouvons pas priver un élève de son droit à l'éducation sans motif valable. Elle fit une pause, réfléchissant. Puis proposa une décision qui mettait à nul la lâcheté du système. Voici une suggestion. Pour assurer une sécurité absolue pendant les 2 prochaines semaines, Anna étudiera temporairement en ligne depuis chez elle. Après cela, nous réévaluerons la situation. Cela vous conviendrait-il? Ce n'était pas une victoire. C'était un compromis humiliant, qui stigmatisait Anna comme une menace et légitimait les préjugés des autres. David était prêt à protester, mais quand il baissa les yeux sur sa fille et vit ses petites épaules trembler, il sut que prolonger ce combat ne ferait que la blesser davantage. Il se leva et ramassa de nouveau le dossier. « Je comprends, » dit-il, sa voix froide comme la glace. Il ne regarda pas la directrice, mais fixa Carmen. 2 semaines. Sur ce, il prit Anna par la main et la conduisit hors du bureau. Alors qu'ils entraient dans le couloir, Anna jeta un coup d'œil vers la cour de l'école. Quelques camarades de classe sautaient à la corde. Une fille, autrefois la meilleure amie d'Anna, l'aperçut, laissa tomber la corde et s'enfuit comme si elle avait vu un fantôme. Anna baissa la tête, sa petite main se resserrant dans celle de son père. David laissa échapper un souffle, mais il était lourd, pesant. Il avait réussi à empêcher l'école d'expulser sa fille, mais il ne pouvait pas empêcher son cœur de se briser. Il avait gagné une petite bataille de procédure, mais Laura avait gagné une bien plus grande sur l'esprit de l'enfant. La guerre pour guérir l'âme de sa fille venait de devenir 2 fois plus difficile. La bataille faisait rage désormais sur 2 fronts entièrement différents. D'un côté, un plan impitoyable se déroulait dans un salon somptueux. De l'autre, une fragile graine de guérison prenait racine sur le sol d'un humble refuge. Dans le salon de Madame Selena, l'air était lourd du parfum coûteux et d'une panique dissimulée. Même la douceur du tapis persan ne pouvait étouffer les pas frénétiques de Laura. Elle faisait les 100 pas comme une bête en cage, le vin dans son verre s'éclaboussant dangereusement. Son plan parfait, celui qu'elle avait nourri pendant des mois, s'était effondré en ruine en un seul après-midi. C'est à cause de lui, siffla Laura, sa voix brisant le silence. Il a tout gâché. Il était censé rester dans ce trou désertique encore 3 mois. Tout était presque terminé. Madame Selena était assise sur le canapé, tortillant nerveusement un foulard en soie entre ses mains. « Calme-toi, ma chère », insista T.L., bien que sa propre voix trahisse un malaise. « Que sommes-nous censés faire maintenant ?» L'avocat de Laura, un homme froid et calculateur nommé Grave, prit la parole, sa voix tranchant le chaos comme un scalpel. « L'ancien plan est ruiné. Se plaindre ne résoudra rien. Maintenant, nous devons riposter avec une histoire différente. » Il exposa la nouvelle stratégie avec des mots secs et sans émotion. Nous ne pouvons pas combattre sa vérité avec la nôtre, car nous n'en avons pas. Nous combattons avec une meilleure histoire. Et notre histoire est la suivante, une pauvre mère, luttant pour protéger sa famille d'un mari, un soldat, qui est revenu du champ de bataille hanté par des démons. Ses yeux se posèrent sur Laura, perçants et glacial. D'abord, nous en faisons le méchant. Henri témoignera de son comportement instable. Deuxièmement, nous utilisons les médias. J'ai des contacts. Nous insisterons lourdement sur le terme SSPT, transformant le héros de guerre en une menace publique. Et le plus important, vous. À partir de ce moment, vous êtes une mère éplorée dont les enfants lui ont été volés. Le public est facilement influencé par les larmes d'une mère. Vous devez les faire croire. Laura s'arrêta de marcher. Elle se tint au milieu de la pièce et prit une longue inspiration. La panique dans ses yeux se transforma en une détermination impitoyable. Elle posa son verre de vin sur la table. « Je comprends, » dit-elle, sa voix redevenue calme, d'un calme glacial. « Je ferai croire au monde entier que c'est un monstre. » Au même moment, dans le petit abri temporaire, l'atmosphère était complètement différente. Une légère odeur de pommade flottait dans l'air. David aidait Anna à enfiler un t-shirt propre après son bain. Lorsque sa main effleura doucement son épaule pour faire descendre le t-shirt, Anna tressaillit, reculant, ses épaules se raidissant comme par instinct. Ce fut le plus petit mouvement, mais il transperça le cœur de David comme une aiguille. À cet instant, l'image du visage de Laura le jour de son retour à la maison lui revint vivement. Le beau visage durci par le dégoût alors qu'elle regardait cet enfant. Il réalisa que les blessures d'Anna n'étaient pas seulement sur sa peau. Elles s'étaient creusées profondément à l'intérieur, laissant une cicatrice invisible de peur.
Elle s'était habituée à être considérée comme sale, répugnante, habituée à des contacts qui signifiaient douleur ou rejet. David savait qu'aucune pommade ne pouvait guérir cette blessure. Au lieu de la renvoyer directement dans la pièce, il dit doucement, « Anna, et si on sortait un peu, toi et moi ?» Il l'emmena dans un magasin de jouets et la laissa choisir la plus grande boîte de crayons qu'elle put trouver. Maintenant, tous deux étaient assis par terre, entourés de feuilles de papier vierge. Il n'y avait aucune pression, aucune rafale de questions. Il commença simplement à raconter des histoires. Il lui parla des étoiles du désert, si brillantes qu'on pouvait lire un livre sous leur lumière. Il lui parla des camarades au grand cœur qui avaient partagé leur dernier morceau de chocolat avec lui. Il lui dit combien le son de sa voix, son rire, lui avait manqué. Il parlait lentement, sa voix grave et chaleureuse créant un espace sûr, un refuge fait de mots. « Il y a beaucoup de sable là-bas, papa ?» demanda Anna, sa main coloriant toujours une petite serre. « Énormément. » David sourit. « Tellement que parfois je rêve que je nage dedans. » Ils continuèrent à parler ainsi, de petites choses sans importance. Lentement, le mur invisible autour d'Anna commença à s'effondrer. « Papa » murmura-t-elle, sans lever la tête, ses yeux fixés sur le dessin. « Est-ce parce que je suis méchante que maman Laura ne m'aime pas ?» Cette question, si innocente mais si douloureuse, coupa comme un couteau. Il posa le crayon et la tourna doucement pour lui faire face. « Anna, regarde-moi, dit-il, sa voix sérieuse mais remplie d'amour. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une bonne fille, une très bonne fille. Tu es plus courageuse et plus forte que quiconque j'ai jamais connu. Quand les gens te traitent mal, c'est de leur faute, pas de la tienne. Tu me comprends ? » Anna hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis de larmes. « Mais les enfants à l'école ne jouent plus avec moi non plus. Ils disent que je suis malade. » David la serra dans ses bras, la tenant fort, sentant son petit corps trembler. « Je sais, et je suis tellement désolé pour ça. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais cela ne les rend pas justes. Ils ont tort, Anna. Complètement tort. » Il fit une pause, puis parla à nouveau, cette fois une promesse solennelle. « Je ne peux pas promettre que tout sera facile. Il y aura des jours difficiles, vraiment difficiles. Mais je peux te promettre une chose, je serai toujours là. Je ne te quitterai plus jamais. Quoi qu'il arrive, nous deux nous en sortirons ensemble. » Ces mots furent comme une clé, ouvrant la porte aux émotions qu'Anna avait gardées scellées si longtemps. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, et enfin, les larmes vinrent. Pas des larmes douces et silencieuses, mais un flot, le genre qui avait été retenu pendant des semaines, des mois. Des larmes de blessure, de solitude, et enfin, de libération. David la serra simplement en silence, la laissant pleurer jusqu'à épuisement, comme si la tempête en elle s'était déversée comme la pluie, lavant tout. Cette nuit-là, après qu'Anna se fut profondément endormie, David s'assit seul, fixant le dessin que sa fille venait de faire. Le dessin représentait deux figures, une grande, une petite, se tenant par la main alors qu'elle marchait sur une route. Il savait que la route à venir serait longue et pleine d'épreuves, mais pour la première fois depuis de nombreux jours, il ne se sentait plus seul. Il avait une petite camarade qui se battait à ses côtés. La nuit était tombée, mais David ne pouvait pas dormir. Il était assis tranquillement dans le salon du refuge, la faible lueur d'un lampadaire filtrant par la fenêtre et s'étirant en longs faisceaux sur le sol froid. Sur la table reposaient les feuilles blanches d'Anna, couvertes de dessins, posées à côté d'une épaisse pile de documents que l'avocat Parker venait d'envoyer, une requête en matière de tutelle et une ordonnance restrictive. Les mots secs et impersonnels sur les pages semblaient crier, exigeant une décision qui changerait sa vie pour toujours. Traîner sa propre famille devant les tribunaux, c'était une idée à la fois étrangère et terrifiante pour David. Dans son monde, le monde des soldats, l'honneur et la vie privée étaient sacrés. Les conflits, aussi grands soient-ils, étaient généralement résolus en silence, à huis clos. Exposer les blessures de sa famille devant des étrangers, laisser les avocats les disséquer et le public les juger, était la dernière chose qu'il voulait faire. Cela ressemblait à un aveu d'amère défaite. Il repensa au jour de son mariage avec Laura, à la promesse qu'il avait faite de la protéger, elle et son fils. Déposer ses papiers ne lui semblait pas différent de mettre le feu au dernier pont qui le reliait encore à ce passé, un passé en lequel il avait autrefois mis toute sa confiance. Il se leva, ses pas faisant à peine un bruit sur le sol, et ouvrit doucement la porte de la chambre d'Anna. La petite fille dormait profondément, mais de temps en temps elle tressaillait,
un réflexe né de longues nuits de peur dans cette cabane froide et nue. David resta là longtemps à regarder sa fille. Il vit les légères cicatrices sur ses bras, vestiges de ses mois de négligence. Il se souvint du regard terrifié dans ses yeux quand ses camarades de classe l'avaient évité à l'école. Il pouvait presque entendre le gargouillis de son estomac vide. Et puis cela le frappa, son hésitation, son inquiétude pour l'honneur, pour devoir affronter un combat sale, tout cela devint insignifiant face à la sécurité et au bonheur de cet enfant. Le silence n'était pas une protection. Le silence était une complicité avec le mal. Il retourna au salon, la tourmente en lui disparut, remplacée par une résolution froide et constante. Il prit le stylo. La main du soldat, la main qui s'était habituée à serrer un fusil, apposa maintenant une signature ferme sur la pétition. Ce n'était pas seulement une signature. C'était une déclaration de guerre. Une promesse. Il prit une photo du document et l'envoya à Parker avec un court message, procédé. Les 3 jours suivants s'écoulèrent sous une tension si épaisse qu'elle semblait presque palpable. Ce furent 3 jours de préparation pour une bataille sans coup de feu. Le premier jour, David se consacra entièrement à la collecte et à l'organisation de ses armes. Lui et Parker s'assirent pendant des heures dans le bureau de l'avocat. David raconta chaque détail, depuis le moment où il était rentré chez lui jusqu'à chaque mot, chaque action de Laura. Parker prenait des notes, posant des questions pertinentes qui aidaient David à transformer ses émotions douloureuses en solides arguments juridiques. David appela également Madame Martha, la voisine. Sa voix au téléphone était ferme. « Ne vous inquiétez pas, sergent, je dirai la vérité. » Elle accepta non seulement de témoigner, mais envoya également à Parker une courte vidéo qu'elle avait enregistrée. C'était une preuve inestimable. Ce soir-là, David et Anna cuisinèrent ensemble. Il lui apprit à casser les œufs, à remuer la pâte. Il voulait construire de nouveaux souvenirs, des souvenirs chaleureux pour recouvrir les vieilles cicatrices. Quand ils s'assirent enfin pour manger leur simple spaghetti, Anna sourit et dit « C'est bien meilleur qu'à l'ancienne maison ». Une remarque désinvolte, pourtant elle frappa David à la fois de joie et de tristesse. Le deuxième jour fut celui des attaques de l'autre côté. Un tabloïd local publia une manchette sensationnelle le dépeignant comme un fantôme de violence. Quelques heures plus tard, la directrice appela pour l'informer de la décision pour Anna de suivre temporairement des cours en ligne. Laura tirait toutes les ficelles possibles pour le diffamer et isoler sa fille. David sentit une bouffée de fureur en lisant les mensonges étalés dans le journal. Il voulait briser le téléphone, crier la vérité pour que le monde entier l'entende. Mais il vit Anna dans un coin colorié. Elle avait dessiné une clôture brillante et colorée autour d'une image de 2, comme si elle utilisait ses crayons pour construire un cercle protecteur. David prit une longue et profonde inspiration. Il ne pouvait pas laisser la colère obscurcir son jugement. Il avait besoin d'avoir l'esprit clair. Il appela le sergent Miller, un camarade de confiance, lui demandant de témoigner de son caractère au service. Miller accepta instantanément, sans hésitation. Ils pensent qu'ils peuvent s'en prendre à l'un des nôtres ? Laisse-moi faire. Le 3e jour, le tout dernier avant le procès, David en fit une journée pour Anna. Il ne parla pas du procès. Il ne mentionna pas Laura. Il emmena sa fille au parc. Ils jouèrent au balançoire. Ils partagèrent une glace. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il la vit rire, vraiment rire, un sourire radieux, sans souci alors que le vent soulevait ses cheveux. C'était le sourire qu'il avait presque oublié. Quand il revint, Parker l'attendait déjà. Il s'assit avec David, non pas comme son avocat, mais comme un homme plus âgé. « Demain sera très difficile, David, dit-il. Ils vont t'attaquer. Ils essaieront de te provoquer. Ne te laisse pas faire. Souviens-toi pour qui tu te bats. » Il désigna la chambre d'Anna. Cette nuit-là, après que sa fille se soit profondément endormie, David ne s'allongea plus sur le sol. Il entra dans sa chambre, s'assit sur la chaise à côté de son lit. Il n'avait plus besoin de monter la garde à l'extérieur. Sa force, sa raison de se battre, était ici. Il observa son visage paisible, et il sut qu'il était prêt. La bataille de demain ne concernait pas seulement la garde de sa petite fille. Il s'agissait de lui rendre ce sourire qu'il avait vu au parc aujourd'hui. La salle d'audience familiale n'était pas grande, pourtant l'air à l'intérieur était lourd et étouffant. David était assis droit sur le banc en bois dur, vêtu d'une simple chemise, sa posture toujours aussi droite. À côté de lui,
l'avocat Parker organisait calmement les dossiers. De l'autre côté de l'allée, Laura portait une modeste robe à fleurs, essayant délibérément de projeter l'image d'une femme douce et pitoyable. L'audience commença. L'avocat de Laura frappa le premier, s'attaquant au sujet du SSPT militaire. Henry, le frère de Laura, prit la barre des témoins et raconta une histoire fabriquée d'une rage inexpliquée de David. Quand ce fut son tour, Parker riposta avec une précision chirurgicale. « Votre honneur, la partie plaignante a brossé un tableau bâti sur des rumeurs et des conjectures. Maintenant, avec la permission de la cour, nous aimerions présenter la vérité. » Il appela le premier témoin, Madame Martha. La voisine âgée s'avança à la barre, sa voix claire et ferme. « J'ai vu l'enfant être jeté dehors. J'ai entendu les paroles cruelles, et je l'ai enregistré. » La courte vidéo fut jouée, ces images silencieuses pesant plus lourd que n'importe quel témoignage oral. Le deuxième témoin fut le sergent Miller. Il portait son uniforme impeccablement repassé. « J'ai servi avec le sergent David lors de 2 déploiements. C'est un soldat discipliné, un homme courageux, et surtout, un homme intègre. L'accusation de violence à son encontre est une insulte. » Enfin, Parker appela le témoin le plus important, Anna. La petite fille, vêtue d'une nouvelle robe que son père lui avait achetée, avait l'air petite et perdue. Parker s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Anna, peux-tu dire au juge ce que tu veux le plus au monde ?» Anna inspira profondément, ses petites mains serrées l'une contre l'autre. « Maman Laura, elle n'est pas une mauvaise personne, » commença la petite fille, ses mots empreints d'une innocence déchirante. « Elle ne voulait juste pas de moi dans la maison. Elle avait peur que je salisse la maison et que je donne ma maladie au petit Evan. » Le juge se pencha en avant. « Et où étais-tu, Anna ?» Les larmes commencèrent à couler sur les joues de l'enfant. « Je suis resté dans l'abri pour animaux. Il faisait sombre et ça sentait mauvais la nuit. Il y avait tellement de bruit, et il me faisait peur. » Les mots de l'enfant résonnèrent comme un coup de marteau dans le silence de la salle d'audience. « Et que souhaites-tu » demanda doucement Parker. Anna leva son visage inondé de larmes, ses yeux fixés sur le juge. « Je ne veux plus rester dans l'abri. Je veux juste être avec mon papa. N'importe où, tant que je peux être avec lui. » Il n'y avait plus rien à dire. Le témoignage d'Anna, avec la peur brute d'une enfant mise à nu, brisa tous les mensonges. Le juge frappa de son marteau, appelant à la délibération. Lorsque la cour se réunit à nouveau, la décision fut rapide. David obtint la garde complète d'Anna. Laura fut déchue de ses droits parentaux et condamnée à suivre des cours de parentalité. Justice avait été rendue. David serra Anna dans ses bras, la tenant tandis qu'elle pleurait, les larmes d'une enfant enfin libérée. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle d'audience, les lourdes portes s'ouvrirent. David et Anna entrèrent dans le couloir, et là se tenait Laura. Elle était seule. Henry baissa la tête en s'éclipsant, évitant les regards avant de disparaître discrètement. Laura n'avait plus l'air pitoyable ou venimeuse. Il ne restait que le vide, la défaite. Elle fixa son regard sur David, sans jamais regarder Anna. « Tu as eu ce que tu voulais, dit-elle, sa voix rauque. David regarda droit dans les yeux de la femme qu'il avait autrefois aimée. « Je n'ai jamais voulu ça, Laura, dit-il, sa voix ne portait aucun triomphe, seulement de la tristesse. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que ma fille soit en sécurité. Je t'ai fait confiance, et tu n'as pas seulement brisé cette confiance, tu as presque détruit un enfant. » Il se pencha, souleva Anna dans ses bras. « Au revoir, Laura. » Puis il se tourna et emmena sa fille vers la lumière au bout du couloir, laissant Laura seule dans l'ombre de la salle d'audience silencieuse. Il ne se retourna pas. « Avez-vous déjà été témoin d'un enfant contraint de dire sa vérité la plus douloureuse au tribunal? Le cœur humain peut-il le supporter? » 3 mois s'écoulèrent comme un doux rêve. L'hiver rigoureux avait cédé la place aux premières journées chaudes du printemps. David avait trouvé une petite maison de location douillette dans un autre quartier, un endroit complètement nouveau pour recommencer. Une clôture en bois blanc encadrait une petite cour, et au milieu se tenait un pommier, juste en train de bourgeonner. David sourit, se souvenant de la semaine précédente, lorsqu'il avait emmené Anna voir le docteur Hélène pour son dernier examen. Le médecin avait tapoté la tête de la petite fille, sa peau douce désormais exempte des vieilles cicatrices, et avait déclaré « Elle est complètement guérie, sergent. Physiquement, elle va bien. Maintenant, tout ce dont elle a besoin, c'est de nourrir son esprit. » Et l'esprit d'Anna était nourri chaque jour.
Sous le pommier, David avait construit une balançoire de ses propres mains. Maintenant, elle était assise dessus, ses petites jambes se balançant en rythme, son rire éclatant résonnant dans le petit jardin. La cicatrice la plus profonde, celle de son âme, était lentement guérie par l'amour et la patience. Elle avait commencé à se faire des amis avec les enfants du quartier, et un sourire radieux ne quittait presque jamais son visage. David, dans un vieux t-shirt et un jean délavé, était penché à peindre la clôture. Il avait été transféré à la réserve afin de pouvoir être à la maison avec sa fille tous les soirs. Il n'était plus un soldat en guerre lointaine, juste un père ordinaire. Le facteur venait de passer, son vieux camion bleu claquant dans l'allée avant de s'estomper au loin. Sur le perron, il avait laissé un petit paquet enveloppé de papier brun et attaché avec une fine ficelle. Le soleil de l'après-midi persistait encore, projetant de longues ombres du pommier sur la clôture blanche que David avait repeinte quelques semaines auparavant. L'air sentait légèrement l'herbe et la sueur de ses travaux du matin. David sortit, essuyant ses mains sur un chiffon. Il avait réparé une charnière lâche sur la porte de la grange, mais le paquet attira immédiatement son attention. Quelque chose dans sa petitesse, son apparence presque délicate, éveilla en lui une étrange anticipation. Il se pencha, le ramassa, et sentit à quel point il était léger. À l'intérieur de la maison, il le posa délicatement sur la table de la cuisine. Pendant un instant, il le regarda simplement, comme si le simple fait de défaire la ficelle pouvait libérer des souvenirs qu'il n'était pas sûr d'être prêt à affronter. Prenant une inspiration régulière, il glissa un doigt sous le nœud et tira. Le papier se décolla pour révéler une feuille pliée et un morceau de papier à dessin épais. Il le déplia et se figea. C'était un dessin au crayon, clairement l'œuvre d'un enfant. Deux personnages, des enfants, jouant au ballon sous un arbre qui était sans aucun doute un pommier. Les lignes étaient inégales, les couleurs lourdes, mais il y avait de l'innocence, et une douleur silencieuse qui parlait plus fort que les mots. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. L'écriture était tremblante, chaque lettre penchée de manière incertaine contre la suivante. C'était la main d'une personne âgée, quelqu'un alourdi non seulement par les années, mais par le regret. David, je sais qu'aucune excuse ne suffira jamais. J'étais aveugle, et j'ai échoué en tant que grand-mère. Evan a tellement changé depuis le procès. Il parle moins maintenant, et s'assied souvent seul pour dessiner. Il m'a demandé d'envoyer cette image à Anna. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'un jour, les enfants pourront pardonner notre lâcheté. Selena. Les yeux de David s'attardèrent longtemps sur la signature finale. Il ne bougea pas. Il n'y avait en lui ni triomphe, ni colère persistante. Ce qui s'éleva à la place fut une tristesse profonde et douce. Une tristesse pour une famille qui s'était détruite par le silence, par l'égoïsme, par des choix qui ne pouvaient jamais être défaits. Il plia la lettre lentement, soigneusement, comme si elle pouvait se briser si elle était manipulée trop brusquement. Il la mit de côté. Il montrerait le dessin à Anna, oui, mais seulement quand elle serait prête. À ce moment-là, il entendit le grondement familier d'un moteur. Il regarda par la fenêtre et vit un pick-up poussiéreux entrer dans l'allée. Une silhouette aux larges épaules sortit, le sergent Miller, son ancien camarade, portant un panier lourd de pommes rouges mûres. « Regarde-toi » dit Miller avec un sourire, saluant de la main avant de monter les marches. « Tu ressembles de plus en plus au chef de famille chaque fois que je te vois. » David ouvrit la porte et le salua d'une ferme poignée de main qui se transforma en une tape fraternelle dans le dos. « Je suppose que je ferais mieux de m'y habituer, » dit David avec un doux sourire, sa voix légère, mais portant un poids que les deux hommes comprenaient. Les yeux de Miller se posèrent sur le jardin où Anna chassait un ballon, son rire résonnant dans l'air comme une mélodie qui guérissait des blessures qu'aucun médecin ne pouvait toucher. Elle riait, vraiment riait, d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis si longtemps. « Cette petite fille est merveilleuse, » dit Miller doucement. Puis il se tourna vers David, son regard fixe, rempli de respect. « C'est le vrai champ de bataille, mon ami, et tu as gagné un noble combat. » David ne répondit pas immédiatement. Les mots semblaient inutiles. Il hocha seulement la tête, la gratitude serrée dans sa gorge. Les deux hommes s'assirent ensemble sur le porche, côte à côte. Miller posa le panier, sortit 2 bières froides de son camion et lui en tendit une. Ils les décapsulèrent, s'adossèrent à la balustrade du porche et regardèrent Anna jouer un moment. Le soleil baissa, peignant le ciel de teintes orange et roses. Ils burent. Ils s'assirent. Et ils laissèrent le silence dire ce que les mots ne pouvaient pas. Quand la dernière lumière s'estompa et que le jardin s'assombrit,
Miller se leva. Tu as bien fait, frère, dit-il, serrant la main de David. Je te donnerai des nouvelles bientôt. David le regarda s'éloigner en voiture, les feux arrière rouges se réduisant au loin. Quand le calme du soir revint, David rentra à l'intérieur. Il jeta un coup d'œil à la table où le paquet et la lettre reposaient toujours, puis se dirigea vers la petite boîte aux lettres en bois fixée près de la porte. Quelques enveloppes attendaient. Une en particulier attira son attention, son sceau estampillé de l'emblème du bureau de l'avocat Parker. Son cœur battit une fois, fort. Il l'ouvrit rapidement, mais avec précaution, comme un homme ouvre des nouvelles qu'il a à la fois craintes et désirées. À l'intérieur se trouvait la décision finale du tribunal. Ses yeux parcoururent les mots, bien que le sens s'installât instantanément en lui, garde permanente, sans condition, sans supervision, plus d'incertitude. Anna était sienne, pleinement, finalement, irrévocablement sienne. Il plaça la lettre délicatement sur la cheminée, où lui et Anna s'asseyaient souvent le soir. Une vague de paix l'envahit, non pas éphémère, non pas fragile, mais profonde et complète, comme l'apaisement d'une longue tempête. Ce soir-là, après le dîner, le père et la fille s'assirent ensemble sur le perron. La nuit était fraîche, le genre de fraîcheur qui portait des murmures d'automne. Au-dessus d'eux, les premières étoiles perçaient le ciel assombrissant. « Papa » murmura Anna, sa voix petite mais ferme, « tu n'auras plus à partir loin, n'est-ce pas ?» David se tourna vers elle. Son visage était levé, ses yeux grands ouverts, reflétant la lumière des étoiles. Son cœur se serra de tendresse. Il passa son bras autour de ses fines épaules et la serra contre lui. « C'est ça, dit-il, sa voix chaude, ferme, inébranlable. La mission la plus importante que j'aurai jamais est ici. Je ne vais nulle part. » Anna posa sa tête sur son épaule. Pendant un long moment, elle ne dit rien, ne respira doucement qu'en rythme avec lui. Puis, presque comme un soupir, elle murmura une phrase si simple, mais si complète, qu'elle semblait contenir le monde entier. « Où que tu sois, c'est ma maison. » La gorge de David se serra. Il sourit à travers le flou soudain dans ses yeux et serra sa fille dans une étreinte plus forte. Sous le vaste ciel étoilé, enveloppé dans la paix tranquille d'un nouveau départ, il sut de chaque fibre de son être qu'enfin, ils étaient vraiment rentrés chez eux. Ainsi, le voyage de David et Anna a finalement atteint un lieu de paix. Leur véritable victoire n'a pas été la décision ferme du tribunal, mais le son du rire pur d'Anna sous le pommier. Ce n'a pas été la punition infligée à Laura, mais le moment où David a réalisé que la plus grande mission de sa vie n'était pas sur un lointain champ de bataille, mais en peignant la clôture blanche de la maison qu'il partageait maintenant avec sa fille. Cette histoire nous montre qu'un véritable foyer n'est pas bâti de briques et de mortier, ni de richesses, mais des briques de la confiance, de la protection et du courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Chacun d'entre nous, dans la vie, fera face à des portes qui claquent, des portes d'indifférence, de préjugés ou de cruauté. L'histoire de David nous enseigne que le véritable amour est lorsque nous sommes prêts à utiliser nos propres mains pour retenir cette porte afin de protéger ce que nous chérissons le plus. L'histoire de Martha nous rappelle que la conscience d'une communauté naît du courage des individus qui osent prendre la parole. Et la tragédie de Laura est une leçon amère, lorsque nous fermons une porte aux autres, nous nous enfermons aussi dans l'obscurité de l'égoïsme. J'espère que cette histoire a, d'une manière ou d'une autre, touché votre cœur. Ce n'est pas seulement une histoire de maltraitance, mais un hymne à la guérison et à la force de l'amour d'un père. Merci d'être resté avec moi jusqu'au dernier chapitre. Et à vous, chers compagnons de cette chaîne, je n'ai qu'une seule question sincère, vous sentez-vous en paix dans votre propre foyer? S'il vous plaît, prenez-en bien soin.